Bonjour, bienvenue donc à Convergence et Révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, le chemin ou les chemins de la Renaissance africaine, et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Parce qu'il y en a qui parlent de l'Afrique, ils parlent de nous, mais contre nous, pour leurs propres intérêts. Cela doit finir. Trop c'est trop. L'Afrique doit s'éveiller, l'Afrique doit se réveiller, et nous nous battons tous pour l'éveil des consciences qui va conduire à la renaissance de notre riche et beau continent, et sinon à la souveraineté continentale qui nous fait défaut 60 ans après les indépendances. Ainsi donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, comprendre le monde, comprendre l'Afrique, la colonisation. Deuxième partie, vous étiez nombreux à réagir dans la première partie. Comprendre le monde, comprendre l'Afrique, la colonisation du coronavirus, bien sûr. Parce que quand les autres nous balancent comme ça là, un truc qui nous dépasse, il y a lieu à ce que nous puissions nous rassembler, mutualiser nos forces, nos intelligences et pourquoi pas nos moyens pour combattre efficacement la problématique et savoir qu'est-ce qu'il y a par devers ce coronavirus que d'aucuns appellent la Covid-19. Mais que nous, ici, sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, appelons le Covid-19 par rébellion culturelle. Ainsi donc, aujourd'hui, nous allons nous apaisantir beaucoup plus sur vos réactions suite à la première partie. Et donc, il y a au menu 9 vidéos que vous nous aviez balancées, et que nous allons partager donc à tout le monde pour que nous découvrions. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ces choses-là sont envoyées, mais allez vivre ensemble comme ça là, en famille, chez nous, hein, sur la DRTV internationale qui a comme ça là conçu Convergence et Révolution culturelle pour donc soutenir le combat panafricain, c'est autre chose. Et donc, pour la première partie, qu'est-ce que nous avons au menu là? Le discours de Léopold II. Lorsqu'il envoie en Afrique les hommes en soutane avec des instructions fermes, qu'est-ce qu'il dit? On regarde nos notes déjà. Le roi Léopold II, envoyant ses missionnaires au Congo, à l'époque, avait dit des choses. Et nous allons découvrir quelle évangélisation à l'époque des colons. Connaissons-nous Dieu? Connaissions-nous Dieu? Nous les Noirs, avant les missionnaires, oui ou non? Léopold II nous considérait comme des hommes ou comme des sauvages? Nos femmes devaient-elles travailler pour nous désormais ou pour les missionnaires? Est-ce que les Noirs devaient manger autant que les Blancs? Nous aurons donc des réponses dans cette première vidéo. Donc, Ernick Kengouya. Et pasteur blanc dans cette patrie. Révérend Père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres
aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement
lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Eh bien voilà, nous étions donc des indigènes, mesdames et messieurs. Mais aujourd'hui, dans le mental du colonisateur, nous le sommes toujours. Il existe des faussetés de l'histoire qu'on nous enseigne, des choses importantes relatives à l'homme noir qui nous sont cachées, dont on ne parle pas et dont on ne parlera jamais. La libération de la France, comment et par qui? Qui avait réellement mis fin à la Deuxième Guerre mondiale? La déchirurgisation des consciences. Qu'est-ce qui a fait, mesdames et messieurs, que la France soit aujourd'hui une puissance nucléaire? On parle des nègres de la République, habitués à l'apartheid. Est-ce que vous les connaissez? Sur quelle base fonctionne la France, mesdames et messieurs? C'est à suivre avec le professeur Kovi Gomez, Ernick Kengouya. Un pays qui, je le répète, leur a donné un statut d'indigénat. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours indigènes, ils n'étaient pas citoyens et ils étaient astreints au travail forcé en sus de toutes les tortures qu'on leur infligeait quotidiennement. Donc, j'affirme que ce ne sont pas les Américains, c'est-à-dire le débarquement sur les plages de Normandie, à Omaha Beach. Ça fait partie de ce que j'appelle une fiction mémorielle. D'accord? Ce ne sont pas eux. Ce sont les Russes qui ont même bombardé Dresde et qui sont entrés dans le bunker du Führer. Et les Africains qui ont libéré la France. Et la bataille décisive a eu lieu en plein désert de Libye. C'est ce qu'on appelle la bataille de Bir Hakeim, dont on ne parle jamais ici. Vous voyez? Dont on ne parlera pas au cours de toute la semaine de célébration de De Gaulle. Je termine en disant que, après vous pouvez poser les questions que vous voulez, je termine en disant que sur la place de la Concorde, au nom de l'abolition des privilèges, on a décapité et guillotiné Louis XVI. Et lorsqu'on a décapité Louis XVI, il manquait une voie pour que sa vie soit sauve. Et ceux qui ont dit il n'en est pas question, Robespierre, Saint-Just, Marat, Danton, Collot d'Herbois, tous ces gens-là n'ont pas aboli les privilèges. Si on avait aboli les privilèges, la République n'aurait pas continué à faire la colonisation et l'esclavage. La Première République a poursuivi cette injonction à faire le Code noir. Oui, bien. Le Code noir. Et la Deuxième République l'a fait et a achevé l'industrialisation de la France. Sur le dos des nègres, la Troisième République a occupé militairement tous les territoires qu'on appelle ultramarins. Ce qui a fait de la France la plus grande puissance maritime du monde. Vous voyez, la Guadeloupe, la Martinique, jusqu'en Guyane, c'est-à-dire nous sommes aux frontières de l'Amérique du Sud. Eh bien, c'est ça qui a fait que la France est la plus grande puissance maritime du monde. Qu'est-ce qui a fait que la France est la plus grande puissance, est une puissance nucléaire? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'Afrique. Je m'explique. Le général de Gaulle, comprenant à l'issue de cette guerre, cette fameuse guerre, dont je vais dire le dénouement absolument tragicomique, le dénouement est très simple. Les Africains qui se sont battus pour la France, à l'intérieur, dans les maquis de Glières, plateau de Glières, avec Tom Morel, dans les maquis de Brest, etc. Ces Africains se sont retrouvés au moment où le peuple de France délivré voulait célébrer ses héros. Ils ont été arrêtés sur ordre du général de Gaulle, désarmés,
déshabillés, pour qu'il n'y ait pas de noirs sur les Champs-Élysées au moment du défilé triomphal. Donc, on a pris des Polonais, des Espagnols qui ne se sont jamais battus, on leur a donné des tenues militaires et ils ont défilé et on a dit que ce sont eux qui ont libéré la France. C'est le général de Gaulle qui a fait ça. Donc cet acte de forfaiture du général de Gaulle méritait qu'on donnât au peuple français. Je ne parle pas des nègres, parce que les nègres de la République sont habitués à l'apartheid. On nous dit que la France n'a pas un racisme institutionnalisé. Je dis que la France fonctionne sur la base de la négrophobie systémique et institutionnalisée. Ce n'est pas seulement la police qui est en cause, c'est l'État même, c'est-à-dire les hommes qui dirigent la France. Aujourd'hui, sont des gens qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se libère. C'est-à-dire, ce sont eux qui ont des bases militaires actuellement au Sénégal, des bases militaires en Côte d'Ivoire, des bases militaires au Gabon, des bases militaires à Djibouti, des bases militaires partout en Afrique. Que font-ils là-bas? C'est-à-dire, pourquoi, en quoi la France est-elle menacée au Gabon? Alors voilà, ils nous disent non, nous sommes là-bas pour défendre nos ressortissants et nos intérêts. C'est intéressant, vous en convenez. Alors je vais vous dire quelque chose qui va certainement vous faire plaisir. Dans ce brûlot de valeurs actuelles, parce que nous assistons aussi à un phénomène, c'est la libération de la parole des fascistes. Tous les fascistes, c'est-à-dire la peste brune, est encore de retour, plus triomphante et plus arrogante que jamais. Et ici, on dit, ces racialistes qui veulent mettre la France à genoux. Ok? Alors moi, je vais dire quelque chose. Nous n'avons plus besoin de mettre la France à genoux. Le virus s'en est chargé. Le corona. Nous tous on a peur, donc on porte les museliens, non? Le virus s'en est chargé. Mais ce que nous voulons, c'est que la France enlève son genou du cou de l'Afrique. Au TEP, pour que l'Afrique puisse respirer. Si. C'est ce que nous voulons. Et tant que la France ne le fera pas d'elle-même, parce que quand le président Macron dit, nous ne dérangeons pas, nous disons la vérité. Quand le président Macron dit, aucune statue ne doit être déboulonnée, fût-ce celle de Colbert. Colbert, c'est celui qui écrivait que si les Noirs se révoltent, il faut leur couper le jarret. Il faut leur couper la langue. Il faut faire toutes les tortures et les mutilations qu'il a décrites dans le Code noir. Or, les gens disent que la France a aboli l'esclavage. Et que c'est Victor Schœlcher qui aurait aboli l'esclavage. Quand j'étais aux Antilles, j'ai dit ceci. Je suis venu pour déscholchériser les esprits et pour déchouquer Schœlcher. Ils ont dit, mais comment tu peux le faire? Tu n'as pas d'armes, tu n'as rien. J'ai dit non. L'arme la plus puissante, c'est l'esprit humain. L'esprit. Vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez, mettre des CRS partout. Vous ne pouvez pas contrôler l'esprit des nègres. Merci, au TEP. Parce que nous, on a vu toutes sortes de souffrances. La souffrance nègre, c'est la souffrance multiséculaire qu'on n'a jamais vue chez aucun peuple. Aucun peuple n'a souffert comme ça. Exactement. C'est cette souffrance qui fait que chez nous, nous ne sommes pas chez nous. Eh bien voilà, troisième plat de cette émission spéciale Convergence et Révolution culturelle. Comprendre le monde, comprendre l'Afrique, la colonisation. C'est ce que nous avons vécu, l'horreur qu'on vient de vivre il n'y a pas longtemps. Le coup
de ce blanc sur... Non, le genou de ce blanc sur le cou de George Floyd, le nègre. Eh bien, ça s'est passé aux États-Unis. Ça a indigné le monde entier. Et ici en Afrique, les Africains, les maîtres vaudous de chez nous, ont réagi. Comme pour dire, trop c'est trop. Et comme pour maudire tous ces blancs qui écrasent de leurs genoux les coups de nos frères noirs. En tout cas, sans commentaire, suivant la riposte des spirituels de chez nous, des traditionnels de chez nous, des maîtres vaudous par rapport à ce qui s'était horriblement passé aux États-Unis, le meurtre de George Floyd. C'est notre troisième plat. Ernik Kengouya. « 400 ans de traumatisme, 400 ans d'exploitation, 400 ans de trahison, 400 ans de mépris et pourtant le mal continue de sévir. Déportés de cette terre-mère par des humains, malmenés et spoliés de leur liberté, la race noire n'a jamais pu cicatriser cette plaie béante qui gangrène depuis des siècles son existence. Et voilà encore une autre forme de discrimination raciale qui vient faucher sauvagement la vie de George Floyd. Un cas de trop qui vient sonner la révolte de toute l'humanité et désormais, le vaudou réclame justice selon les us et coutumes africaines et lance un appel à toutes les autres sociétés secrètes d'Afrique. La fourche à 3 flèches, les manchettes de Goubassa en main, tous des armes dans leur forme ésotérique qui permettent à nos défunts de mener les batailles qui sont les leurs dans l'au-delà. Des paroles incantatoires sont prononcées suivies de la danse par les adeptes de la forêt sacrée du roi Béanzin afin d'évoquer les véritables forces de la justice divine, dont la divinité Gouba Dagli, dieu de la justice et de la guerre. Des milliers de Noirs ont connu les mêmes oppressions, ceux-là qu'on a servi, que nos ancêtres ont aidé dans la construction de leur nation s'érige en ennemis. L'Afrique, dans son fondement spirituel, donnera tout pour que justice divine soit faite pour ses enfants victimes du racisme. Le vaudou a désormais les genoux à terre, à la place de celui étrangleur, pour faire appel aux forces de la nature afin que l'âme de George Floyd, depuis l'au-delà, se manifeste. Depuis la forêt sacrée du roi Béanzin au Dahomey, les hauts dignitaires du culte vaudou et les têtes couronnées ont fait appel à des rituels de justice divine. Offrandes et sacrifices des animaux sur la fourche à 3 flèches et l'immolation des animaux appropriés à ces rituels en de pareilles occasions pour renforcer la puissance des divinités sont entre autres les moments forts de la cérémonie consacrée à l'interpellation du vaudou Gouba Dagli, dieu de la justice divine et de la guerre. George Floyd. L'armée secrète du Dahomey a ébranlé la fourche à 3 flèches et les manchettes sacrées afin que ton âme et celle de tous ceux qui ont subi les mêmes sorts que toi réclament justice divine. George,
lève-toi. George, lève-toi. George, Tite. Voilà les armes que le vaudou te donne pour mener ta justice. Africa United Kingdom, la congrégation africaine de nouveaux rois, dont l'objectif est la restauration et la réorganisation des forces spirituelles africaines, sonne le glas et lance un appel pour le réveil de toutes les sociétés secrètes africaines aux afro-descendants pour que la race noire, mère de l'humanité, ne soit plus jamais sujet de discrimination raciale, de maltraitance et d'assassinat. Aux élites africaines de la diaspora, les afro-descendants de tous ordres, nous sommes condamnés à renforcer les sociétés secrètes africaines afin de préserver l'avenir de l'humanité noire. Désormais, la famille de George Floyd n'est plus seule, car les sociétés secrètes africaines sont avec eux et avec toutes nos familles déportées. L'heure a sonné pour que nous pensions à nos disparus, afin que leurs égrégores puissent servir pour le rétablissement de l'équilibre et l'harmonie de l'humanité. Nous devons faire appel à notre sens de raisonnement, de responsabilité et pour une fois, trouver les équations nécessaires de vraiment s'unir afin d'aider les sociétés secrètes africaines à constituer une base de défense légitime selon les us et coutumes de nos ancêtres. C'est le premier pas de la libéralisation de l'esprit de l'homme noir des djungles du colonisateur esclavagiste. Implorer la clémence de nos ancêtres, protéger et renforcer nos dirigeants et tout acteur de bonne volonté, les élites, les afro-descendants, éclairés et tout autre bon acteur qui milite pour la résurrection de l'homme noir et la renaissance de la patrie mère, l'Afrique. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à la famille Floyd et toute l'humanité qui est restée debout pour demander justice afin que cela ne se reproduise. Après la guerre biologique dont l'humanité a été victime, il a fallu $20, un vrai ou faux, pour que toute la planète soit debout pour réclamer justice. Georges, Kouché, le monde entier te dit merci. Que ton âme repose en paix. Chers illustres sommités afro-descendants, élites africains, qu'est-ce qui nous empêche d'aider les sociétés secrètes africaines à constituer une vraie base de défense ésotérique de notre race? Nous avons tout pour y parvenir. Il suffit d'un peu de volonté et d'une détermination sérieuse. Africa United Kingdom vous tend la main. Autant comme les Africains, vous êtes de légitimes héritiers de ces biens. Que les forces de la nature et nos ancêtres vous protègent et vous bénissent. Et vous bénissent. L'Afrique est en guerre, mesdames et messieurs. Et donc on continue à nous exterminer comme si les 400 ans d'esclavage n'avaient pas été suffisants, comme si la colonisation n'a pas suffi à assouvir leur soif de sang, du sang de nègre. Eh bien, les sociétés secrètes africaines, l'Afrique étant en guerre, sont sur le pied de guerre, mesdames et messieurs. Le vaudou a désormais le genou à terre, comme le genou de ce blanc sur le cou de notre frère George Floyd, pour la vengeance. Et c'est une justice divine. Ainsi donc, quatrième plat de cette émission, tout à fait spéciale pour nous, afin que nous comprenions, que nous nous réveillions, que nous ne cherchions pas ce qu'on nous aime, mais qu'on nous respecte. Que nous puissions nous respecter nous-mêmes. Que nous puissions comme ça là, nous poser et réfléchir par nous-mêmes. Réveillons-nous, frères et sœurs africains. L'Afrique est en guerre, comme on vient de le dire. Si le coronavirus ne nous ouvre pas les yeux aujourd'hui, rien ne le fera désormais. Donc on restera éternellement aveugle. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre là, venu d'on ne sait où, il paraît que c'est de Chine. Et nous avons reçu ça de ceux qui étaient en Europe. Sinon nous-mêmes ici au Congo et en Afrique, il n'y avait pas de coronavirus. Asseyons-nous, réfléchissons conséquemment, organisons-nous, bâtissons ensemble l'Afrique de demain. Une Afrique capable de relever
les défis du 21e siècle et du futur de l'humanité, ce futur plein d'incertitudes et surtout de dangers de tout genre de la part des autres. On ne nous aime pas et on ne nous aimera jamais. On cherche notre extermination totale. Vous savez, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Écoutons l'un d'un autre, depuis l'étranger, la France, un Africain de la diaspora, et commençons à prendre notre destin en nos propres mains. Ernick Kengouya. Bonjour. En ce 19 avril 2020, je m'adresse en toute humilité à mes frères et sœurs d'Afrique noire pour dire quelques mots, non pas sur le coronavirus, mais sur son après, car je suppose que notre peuple et nos pays survivront à cette épreuve. Vous comprendrez mieux mon propos si vous rappeliez à votre mémoire d'autres faits majeurs récents. Les Britanniques sont en plein Brexit, la Russie a envahi une partie de l'Ukraine, les États-Unis ont renié différents accords internationaux et parlent de ne plus financer les Nations Unies, voire de quitter l'OTAN. Vous avez constaté par vous-même, n'est-ce pas, que ces événements et leur gestion, plus la pandémie actuelle et ses divers développements, n'ont pas seulement révélé la fragilité des relations entre les peuples, ils ont mis en évidence les faiblesses des gouvernements, des dirigeants, des institutions et les faiblesses de la communauté dite internationale. Je dis faiblesse, mais vous pouvez inclure dans ce mot les notions les plus abjectes d'hypocrisie et d'imposture qui ne vous ont certainement pas échappé. Nous pouvons convenir, n'est-ce pas, que le monde se trouve dans les turbulences de profonds changements structurels et qu'à bien des égards, notamment sur le plan des relations internationales, il sera différent à la fin de cette pandémie. Mes très chers, je ne me prétends pas expert en géopolitique, mais permettez-moi de partager avec vous 4 remarques en vrac. 1. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, nombre de pays, parmi les plus puissants, profitent de cette période de trouble pour avancer leurs pièces dans l'échiquier international. Ils travaillent les contours de leur zone d'influence afin de se placer en position de force dans l'ordre mondial à venir. Et à la sortie du tunnel, ils tenteront d'imposer ces positions dans le nouveau schéma aux pays faibles, de manière tout à fait insidieuse, comme d'habitude. Vous vous doutez bien que ce n'est pas par amitié et certainement pas sans calcul qu'en s'adressant aux Français le 13 avril dernier, le président Macron a évoqué l'annulation de la dette africaine. 2. Si nous ne redéfinissons pas maintenant et avec nos propres termes le présent dans lequel nous voulons vivre et le futur vers lequel nous voulons nous diriger, nous serons esclaves au moins pour un siècle encore, des termes qui auront été définis par les autres sous couvert des lois internationales qu'ils bafouent quand cela les arrange. Ne nous attendons pas à être traités avec égalité dans des systèmes conçus par d'autres. 3. Pour ce qui est de notre place dans le monde, redéfinir nos positions et vivre selon nos propres termes correspond à 1 million de choses. Mais concrètement, cela signifie par exemple abolir sans préavis tous les vieux accords défavorables à nos peuples et en signer de nouveaux avec qui bon nous semble. Redéfinir nos positions signifie également appliquer un principe de stricte réciprocité dans tous les domaines et cesser de quémander aux autres tel ou tel traitement humain. Par exemple, rien ne nous empêche de traiter les Chinois, les Européens ou les Arabes chez nous avec la même indécence qu'ils se permettent envers nous chez eux. Vivre selon nos propres termes, c'est aussi reconsidérer nos valeurs, nos sciences. C'est donner un cadre à nos médecines traditionnelles riches en plantes et ne pas attendre que la science des autres vienne à notre secours avec son lot de contreparties indésirables, voire criminelles. 4. Ne nous privons pas de la valeur de nos hommes et femmes au prétexte de leur appartenance ethnique. Plaçons-les nous-mêmes sur le piédestal qui leur est dû, accordons-leur la confiance qu'ils méritent et protégeons-les. Sinon, nous serons condamnés à subir à la tête de nos pays des sous-préfets nommés par la France, desquels on ne peut attendre que servitude. À tous les combattants pour une gouvernance digne et souveraine de nos pays, je dis merci. Maintenez la pression, ne lâchez rien, car c'est le moment ou jamais de faire la décision. À ceux qui ne se sentent pas concernés, je dis, chacun de nous, à son niveau et dans son cercle,
a une responsabilité dans ce combat. Prenez la vôtre, jouez un rôle, si minime soit-il. Faisons la décision. Le mal des Africains, c'est que nous ne faisons pas confiance à nous-mêmes. Nous ne considérons que la vérité, dite par l'homme blanc, par les autres. Nous ne nous aimons pas et nous ne nous soutenons pas du tout. Écoutons la veuve du professeur Cheikh Anta Diop, autrement dit sa femme, sur notre comportement face aux travaux de l'éminent historien égyptologue. Écoutons le grand professeur Cheikh Anta Diop répondre à nous autres qui doutons des capacités de notre race et de notre continent. À nos yeux, mesdames et messieurs, malheureusement, la vérité ne peut qu'être blanche et jamais noire. Le mal que l'Occident nous a fait n'est pas encore guéri. En tout cas, c'est notre 5e plat, Ernik Kengouya. Quand ils voyaient que les Africains préféraient croire les Européens qui mentaient plutôt que lui qui disait la vérité, ça lui faisait mal. Il en souffrait profondément. Bien sûr qu'il en souffrait. Et ça se voit très bien dans la conférence qu'il a fait au Niger. Qu'est-ce que vous avez pour prouver en face de vos opposants, chercheurs blancs, qui refutaient, par exemple, certaines thèses que vous auriez apportées? Là, on sent à quel point ça le touche profondément que les Africains préfèrent croire à l'objectivité des Européens plutôt qu'à la sienne. Ça, c'est incroyable. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté. Depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination. Depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine, dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que, si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. La vérité n'est pas blanche. Tout ce qui est... Eh bien voilà, nous sommes l'Afrique. Nous sommes le royaume du Congo, avec K, s'il vous plaît. Le royaume du Congo, qui est le cœur de l'Afrique, le cœur que le colonisateur est venu trouver à son époque, ici, c'est le royaume du Congo, le grand royaume du Congo, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et le Congo-Angola. Laissons notre frère Yannick Ngombo l'exprimer en musique, notre beauté, notre valeur, notre culture, notre fierté et surtout l'histoire commune des peuples du Congo-Brazzaville, de la RDC, de l'Angola, issus du cœur du mythique royaume du Congo, du cœur donc de notre beau et riche continent, l'Afrique. Une fois de plus, Ernik Kengouya en musique. Eluwa malongi, malongi mamwane tu Yannick Ngombo. Mpangi zetu lutambulo makonzo, olukofi. Antizo me escondia, antizo me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo.
somos chamados. De tanto complexo até hoje, muitos são embarrados. Conheço isso desde puto, ainda era bem miúdo. Uns até só pelo nome, o sotaque já diz tudo. Mas você lhe pergunta se ele é baconga para te responder boa de voltas. Ah, porque não, sou de cá, meus pais é que são de lá. Nunca fujas da tua origem, não tenha vergonha de onde saíste. Discriminados até hoje, a perseguição continua. No bairro, no trabalho, no Facebook ou na rua. Mas com a cabeça erguida continuamos em frente. Todo mundo sabe que os bacongos são inteligentes. Nós não se deixamos, mentalidade revu. Estamos em todas as áreas, já nascemos mesmo. Negócio conosco, bacongo gostam de combo. Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou bacongo, bacongo, bacongo. 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 A tradição bacongo é para ser levada a todos os sítios. Mono em Congo, mono em Musiwije, mono em Musizaire, mino mano cabinde, Kinkulu keto keto vila caniko, que sei, eu sou bacongo, que será assim? Mono em Congo, aquele cara, nina ya toniko, muke sanguinina, socorro yani kisamangwana. Eu sou um gombo bacongo do Maquela do Zombo. Fim do preconceito. Eu vi muitos bacongos com orgulho a baterem no peito. Bacongos estão na moda, conquistamos o respeito. Luiz e Cabinda, Zaire. Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou bacongo, bacongo, bacongo. 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 E tem que acabar com esta coisa de tribalismo, porque eu não tô com este porque é do sul, eu não vou com aquele porque é do norte. O importante nesta terra é ser angolano, de Capinda ao Cunene, do mar ao leste, todos. E qual é o terreno que sobrou aí? Eh bien voilà, retour sur ce plateau. Mais pourquoi donc ce genou du policier blanc sur le cou du nègre George Floyd en plein 21e siècle, donc aux États-Unis d'Amérique, durant 8 longues minutes, mesdames et messieurs, sans que personne ne lève son petit doigt, même pas le petit doigt. 5 choses vont nous être dites pour que nous comprenions tout ça par un des nôtres de la diaspora africaine. La révolution culturelle, la révolution est en marche. Qui avait fait Adolf Hitler? Qu'est-ce que Adolf Hitler avait fait en France à son époque, que le général de Gaulle a reproduit ici en Afrique chez nous? Sous le genou de qui agonise l'Afrique francophone, mesdames et messieurs? Le bal de l'Afrique, ce sont nos dirigeants et seulement nos dirigeants. Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Parce que Convergence et Révolution culturelle a compris que nos dirigeants sont l'arbre qui cache la forêt. Que devons-nous y comprendre? Le système qui régit le monde doit-il seulement bénéficier au reste du monde ou aussi à l'Afrique? Réveillons-nous et décolonisons la communauté internationale. Depuis l'esclavage à aujourd'hui, c'est l'Afrique qui nourrit la France. Ernick Kengouya. À tous les manifestants du monde entier, outragés par le meurtre de George Floyd, j'ai exactement 5 choses à vous dire. 1. Savez-vous pourquoi le policier qui a assassiné George Floyd en plein jour avait tranquillement la main dans sa poche pendant qu'il l'étranglait avec son genou? Parce que le système en place le lui permet et que jusqu'à présent, le monde entier s'en foutait. Je suis heureux de voir que nous tous à travers le monde ne sommes pas restés indifférents et que nous voulons tous changer le système qui permet que certains soient opprimés. 2. Quand Adolf Hitler a terrassé la France au début de la Seconde Guerre mondiale, son régime nazi
a mis en place un système monétaire en France qui permettait au Troisième Reich de ruiner la France et d'enrichir l'Allemagne aux dépens des Français. Eh bien, vous ne saviez probablement pas ceci. À la fin de la guerre, pendant que les États-Unis aidaient l'Europe à se reconstruire, la France du général de Gaulle a mis en place exactement le système monétaire inspiré du modèle nazi dans les pays africains sous son contrôle. Et c'est ce système qui perdure jusqu'aujourd'hui. Voilà comment la France ruine tranquillement l'Afrique, au vu et au su de tous les gouvernements. Et voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, la monnaie de ces pays est fabriquée dans un village en France. 3. De même que George Floyd a agonisé sous le genou de ce policier pendant 8 minutes avant de mourir, ainsi l'Afrique francophone agonise-t-elle sous le genou de la France depuis 8 décennies avec la complicité de la communauté internationale à laquelle votre pays appartient, d'où que vous soyez. 4. Vous pensez certainement que l'Afrique souffre parce que ses dirigeants sont corrompus. Vous avez tout à fait raison. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que nos dirigeants les plus intègres, les plus capables, sont éliminés d'une façon ou d'une autre par la France. Certains sont même traduits par la France au tribunal international sans avoir commis le moindre crime. Et à leur place, avec la complicité de la communauté internationale dont votre pays fait partie, la France met en place des incapables qu'elle corrompt et avec lesquels elle continue de piller nos pays. À tous les Américains du Nord ou du Sud, à tous les Européens, les Asiatiques, les Africains anglophones et à tous les Français, je vous demande, je vous supplie de nous aider, nous autres Africains francophones. Aidez-nous à nous débarrasser du système qui permet à la France de maintenir tranquillement son genou sur le cou de nos pays et de nous saigner de nos richesses. Le système qui régit le monde ne doit pas juste bénéficier aux uns et étrangler les autres. Quand vous dites non au genou qui a étranglé George Floyd, dites également non au genou de la France qui étrangle l'Afrique. Comme vous, l'Afrique et les Africains veulent respirer, juste respirer à plein poumon. Alors dans vos protestations, demandez la fin du pillage de l'Afrique par la France. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nos commentaires sur ça. Tout le monde a compris. Oui, tout le monde doit comprendre. Ou encore doit s'efforcer de comprendre. Donc, 8e plat, retour sur l'histoire de l'humanité pour découvrir qu'on nous enseigne des faussetés à l'école. L'Afrique n'est pas belliqueuse. L'Afrique est inoffensive. L'Afrique, notre continent, est hospitalier, sinon hospitalière. L'Afrique n'est pas criminelle. Mais quels sont les 3 plus grands criminels de l'humanité? Découvrons-le avec le professeur Kofi Gomez, une fois de plus, et c'est très important. L'ignorance étant un danger que tout homme doit éviter. Rudel Goma. Ils sont 3 en fait à être des criminels. Il y a Napoléon Bonaparte, qui est un très grand criminel, et qui a proposé au général Richepens de rétablir l'esclavage ou d'exterminer la population de la Guadeloupe. Il ne faut pas qu'ils reviennent en France sans avoir exterminé la population de la Guadeloupe en cas d'échec en matière de rétablissement de l'esclavage. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait encore un autre Haïti. C'est lui qui est aujourd'hui, si vous voulez, présenté comme la fierté de la France partout dans le monde. La France n'a pas à être fière d'avoir comme héros emblématique des criminels de la nature de Napoléon Bonaparte. Le deuxième plus grand criminel, c'est Léopold II. Léopold II a supprimé la vie de 10 millions. Les chiffres varient. Certains parlent de 14 millions de Congolais. Donc, c'est un des plus grands macabres, les plus accablants qu'on puisse trouver dans le décompte des crimes, ce qu'on appelle des méga-crimes contre l'humanité. Et le troisième, qui lui est reconnu comme un criminel, c'est Hitler. Mais la différence, c'est que les 2 autres, leurs crimes ont touché les Noirs. Donc, on a considéré qu'ils étaient des héros. Hitler, lui, il n'a pas eu le temps
d'exterminer les Noirs, il a d'abord exterminé les Blancs, et singulièrement les Juifs, et aussi les Tziganes, les homosexuels, les communistes, les infirmes. Parce que Hitler n'aimait pas que les infirmes puissent vivre, parce qu'il paraît que lorsqu'un infirme fait un enfant, l'enfant est dégénéré aussi. Donc il y avait des théories de l'eugénisme. Quelle est la différence entre ces trois plus grands criminels de l'histoire de l'humanité? Napoléon Bonaparte, il était ce qu'on appelle un criminel par préméditation. C'est-à-dire qu'il a prémédité ses crimes. Il les a même annoncés. Donc il y a deux phrases que nous pouvons rapidement citer. Donc il dit « Ma décision de détruire partout et par tous les moyens l'autorité des Noirs à Saint-Dominique, Haïti. Elles n'ont pas tant fondé sur des considérations de commerce et d'argent que sur la nécessité de bloquer à jamais la marche des Noirs dans le monde. Je veux des esclaves noirs dans toutes les colonies. La liberté est un aliment pour lequel l'estomac des nègres n'est pas préparé. Je crois qu'il faut saisir toutes les occasions pour leur rendre leur nourriture naturelle, entre parenthèses l'esclavage, en l'épurant des assaisonnements que commandent la justice et l'humanité. Je crois qu'il faut envoyer une force militaire considérable en Guadeloupe, non pas pour la réduire à ce qu'elle était, mais à ce qu'elle doit être et à ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Donc voilà comment parle Napoléon Bonaparte. Nous disons que le plus grand criminel de guerre de tous les temps, c'est Napoléon Bonaparte. Sur la base du nombre de vies supprimées par lui. Il a volé l'argent de la traite négrière grâce à Joséphine, l'impératrice. Donc c'est Joséphine qui a financé sa carrière avec l'argent de la traite négrière. Donc cela doit être connu de tous, parce que c'est un faux héros. Ce n'est pas un héros, c'est un anti-héros et c'est un criminel de guerre de la pire espèce. C'est l'historien spécialisé de la période napoléonienne, présente comme l'homme qui a donné à l'Europe ses lettres de noblesse et sa grandeur dans le concert des nations. Je dirais c'est plutôt l'homme qui a apporté à l'Europe, si vous voulez, ce qu'on appelle la bassesse, l'ignominie, le crime érigé en épopée de gloire. Le deuxième plus grand criminel de tous les temps, c'est Léopold II. Lui, il a fait 14 millions de victimes. Parce qu'il n'a pas tué que des Congolais. Il a tué aussi des gens du Rwanda, du Burundi. Et tout ça, mais c'est moins connu. Parce qu'il n'a pas coupé les mains et il n'a pas exhibé ces gens-là de cette manière. Donc, l'autre criminel de guerre, qui est effectivement un monstre de la même ampleur que Napoléon Bonaparte et Léopold II, c'est Hitler. Mais Hitler, il a commis la bévue de prendre pour cible des Blancs. Voilà pourquoi il est devenu l'incarnation du criminel par excellence. S'il avait pris pour cible des Noirs, il serait un héros. Voilà notre position. Eh bien voilà, tel que dit par la pensée du jour, qui dort sur la natte d'autrui, dort en réalité à même le sol. Mesdames et messieurs, prenons la décision de désormais réfléchir par nous-mêmes. On nous a trop menés en bateau, on nous a trop conseillés, on nous a trop ouvert les yeux. Maintenant, regardons les choses par nous-mêmes. Entrons dans une nouvelle vision panafricaine. Étudions toute situation nous-mêmes et cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Les autres n'ont pas intérêt à nous aider, à nous dire la vérité, à nous donner la bonne recette ou formule pour que nous rivalisions demain avec eux. Écoutons le président Norbert Yomba Yomba de la RDC, le président donc de la grande association panafricaniste Nouvelle Vision Africaine, sinon Vision Africaine. Nous parlons de cette remise en question, de la mer constat. Les autres nous ont toujours menés en bateau. Nous devons maintenant prendre notre destin en main à partir du cœur de l'Afrique que sont le Congo-Brazzaville, la RDC et l'Angola. Mesdames et messieurs, ce que les hommes politiques n'arrivent pas à faire, donc à réunifier le Congo-Brazzaville, la RDC et l'Angola, qui sont l'ancien royaume du Congo, avec K, s'il vous plaît, nous les culturels,
Nous, la société civile, pouvons le faire. Ainsi donc, suivant Norbert Yamba, Rudel Goma. Lorsqu'on regarde la situation africaine, ça n'a jamais été le bonheur des Africains. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, on a pris un certain nombre de mesures. Parce que l'Occident qui est arrivé chez nous nous a promis qu'il nous amenait la civilisation. Et la civilisation occidentale devenait, par présomption, la civilisation universelle. Nous avons tenté véritablement cette civilisation, au travers de ce qu'on nous a demandé, le moment des indépendances. Et c'était mettez en place la démocratie par les partis politiques. Nous avons mis les partis politiques. Mettez en place les idéologies occidentales, le libéralisme, le capitalisme, le communisme, même le socialisme africain. Nous en avons tenté. Zéro comme résultat. Oh non, mettez des technocrates qui ont travaillé dans des institutions internationales. On y a tenté. Zéro comme résultat. Nous mettez des gouvernements des économistes. On y a tenté. Zéro comme résultat. Nous avons tenté des gouvernements des technocrates. On y a tenté. Zéro comme résultat. Tenter le gouvernement de la diaspora. On y a tenté. Zéro comme résultat. On nous dit de mettre des gouvernements d'union nationale où toutes les personnes de différentes tendances peuvent être ensemble, ils vont constituer véritablement une synergie gagnante. On a tenté, zéro comme résultat. On mettait le gouvernement de 4 vice-présidents, etc. On y a tenté, zéro comme résultat. On dit non, mettez-vous dans la logique des objectifs de développement pour le minéraire, les objectifs pour le minéraire de développement. On y a tenté. On a même fait l'évaluation en 2015. Zéro comme résultat. Maintenant, on entre dans la logique des objectifs de développement durable. On y est encore là, mais il n'y a pas de résultat. On nous dit non, mettez-vous dans la logique des pays d'émergence. On a tenté des programmes d'émergence. Beaucoup ont dit que ça va s'évaluer en 2025, 2030, 2035. Depuis qu'on est là, beaucoup n'en parlent même plus parce qu'en fait, on a tenté d'oublier ces thématiques-là. Il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce que nous n'avons pas tenté? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nous avons des universitaires. À l'accession de notre pays en indépendance, on était 13 universitaires. Aujourd'hui, on en compte plus de 3 millions d'universitaires. Qu'est-ce que nous n'avons pas tenté? Qu'est-ce qu'il nous reste de tenter? Il n'y a pas de résultat. C'est que nous nous sommes trompés d'adresse et je suis en train d'atterrir. Nous nous sommes trompés d'adresse. Il faut chercher des solutions en dehors de ce que nous avons, on nous a donné par les Occidentaux. Raison pour laquelle j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors j'ai compris finalement que si nous sommes là où nous en sommes, simplement parce que nous avons imité de manière sauvage les Occidentaux. Nous avons cru véritablement que les Occidentaux ont une civilisation universelle idéale. Or, Dieu a créé le monde, il a placé chaque espace, et chaque espace dispose d'un patrimoine. Le génie de chaque espace, la spiritualité de chaque espace, c'est ce qui est à la base du développement de cet espace, qui construit des technologies, qui construit des sciences fondamentales, etc., et qui permet véritablement de transformer la nature naturelle. Alors pour le faire, il faut une nouvelle vision. La nouvelle vision qui quitte le paradigme occidental vers un paradigme fondamentalement africain et qui a comme soubassement les racines, la fondation basée sur nos valeurs endogènes. Voilà pourquoi, M. Lobolalo Ilondo, j'ai pensé qu'il était quand même nécessaire que nous mettions en place la nouvelle vision panafricaine. La perspective, c'est déjà de mobiliser tout le monde autour de ça pour que demain, nous puissions tenter de nouvelles expériences. Parce que les expériences antérieures ne nous ont pas donné de résultats. Tentons aujourd'hui, encore que c'est difficile, parce que nous sommes basés sur des postulats occidentaux qui sont machémologiques. Tout ce qui arrive et qui n'est pas dans le cadrage de ce que nous avons appris est considéré comme anodin. C'est ça la difficulté, mais nous allons devoir le relever. Merci. Et bien voilà, retour donc sur ce plateau pour l'atterrissage. C'était comme ça là donc la deuxième partie de Comprendre le monde, comprendre l'Afrique, la colonisation. Cela est dit, nous remercions donc toute l'équipe technique. Nous remercions le général Norbert Dabira, concepteur de cette émission de combat panafricain qui est Convergence et Révolution culturelle. Et nous vous disons au revoir et la suite au prochain numéro. Merci beaucoup une fois de plus.